Bonjour et bienvenue à cette entrevue lors du deuxième jour de Euronaval. Je me présente, je suis Elisabeth Gosselin-Malo, experte en sécurité et tout ce qui concerne la défense internationale. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir trois invités avec moi et on va avoir la chance d'approfondir un peu plus sur une étude intitulée « La construction navale de défense dans le monde en 2024 » qui a été réalisée en partie en l'honneur du Salon Euronaval. Donc, je vais me tourner vers vous, Philippe, pour commencer. Bienvenue. Merci, bonjour. Bonjour. Dans le contexte géopolitique actuel, que diriez-vous est l'importance de mener une telle étude, spécialement en ce qui concerne le GICAN? Alors, juste un mot, le GICAN, c'est le groupement des industries de construction et activités navales, donc l'association qui regroupe tous les industriels du naval français. Et donc, en fait, dans nos missions, on en a plusieurs. Une qui est la représentation et donc le lobby, une autre qui concerne la communication autour de notre secteur, dont Euronaval est un des salons principaux qu'on organise avec Euronaval, Euromaritime. Et ensuite, on a une autre mission qui est celle d'accompagner nos adhérents dans leur développement, de préférence durable. Et à ce titre, on fait plusieurs actions. Et en soutien à l'internationalisation, à l'innovation. Et on a aussi donc, une partie intelligence économique pour leur donner des outils de mieux appréhender les marchés. Et cette étude, elle s'inscrit dans ce cadre-là notamment, même si on l'élargit beaucoup plus, parce qu'elle est disponible, pas que pour nos adhérents, celle-ci, mais pour tous les visiteurs et les exposants d'Euronaval, et les délégations aussi. Et l'idée, c'est donc en effet de donner des clés de compréhension de ce qui s'est passé, de ce qui se passe et de ce qui va se passer dans le domaine de l'industrie navale. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on réalise cette étude. Et donc l'étude fait plus de 60 pages. Selon vous, pour résumer, pour nos éditeurs, pour les visiteurs et les industriels, quels seraient les points clés, selon vous, les plus intéressants en tout ce qui touche au monde naval, à la construction navale de défense en 2024? Alors, je pense que mes collègues en face en parleront beaucoup mieux que moi, d'ailleurs, puisqu'ils sont les réalisateurs de cette étude. Mais je pense que ce qui est important déjà, c'est de voir les tendances principales sur nos marchés. On était depuis de nombreuses années sur plutôt de la protection de ZEE, zone économique exclusive, pardon, pour ne pas faire d'acronyme, donc avec des patrouilleurs. On revient sur maintenant des marchés avec des navires plus armés, que ce soit les sous-marins. Toutes les marines sont en train de refaire des sous-marins, de refaire des générations de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins ou leurs sous-marins nucléaires d'attaque. De nombreuses marines sont en train d'acquérir aussi des sous-marins conventionnels. Donc il y a un réarmement côté sous-marin, notamment lié à la guerre sous-marine et aux nouveaux conflits qui sont dans les grands fonds. Et pareil côté bâtiments de surface où de par la situation sur la situation géopolitique sur les mers, les différents conflits qui sont évoqués en introduction de ce document, eh bien, ce sont des navires plus fortement armés qui sont commandés, donc des frégates, des corvettes. Et afin donc de développer en effet la protection et aussi les différentes missions en fonction, parce que chaque marine a ses propres missions, donc on ne va pas faire le tour. Donc ça nous montre ça. Ça nous montre aussi qu'aujourd'hui la Chine construit des navires construit plus que les États-Unis. Ça va nous montrer les tendances aussi en Europe. Et ensuite, ce qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est que le comité de défense du GICAN, qui regroupe donc nos adhérents, a réfléchi à quelles étaient en effet les évolutions technologiques
actuelle. Et ça reprend ces évolutions technologiques, donc je ne vais pas toutes les énumérer parce qu'il y a plus d'une dizaine de pages sur le sujet, mais vous allez avoir tout ce qui concerne en effet le combat collaboratif, par exemple, tout ce qui concerne la gestion des signatures des navires, tout ce qui concerne évidemment la communication, les nouvelles armes aussi, dont les armes laser, et ensuite tout ce qui concerne les drones aussi, qui sont un très grand sujet et qu'on retrouve d'ailleurs beaucoup sur ce salon. Et donc avec une dronisation de nos marines, que ce soit sous-marin ou de surface, à la fois pour répondre à la multiplication de la menace, mais aussi parce qu'il y a une diminution des effectifs, et enfin pour pouvoir gérer des endroits qui ne peuvent pas être gérés par l'être humain, et notamment les grands fonds marins. Merci beaucoup. Je vais me tourner maintenant vers Alexandre. On a évoqué il y a quelques instants, les tendances du marché, tout ce qui touche aux sous-marins, aux patrouilleurs, aux frégates. Je cite l'étude qui dit que pendant beaucoup d'années, comme vous l'avez noté, le marché a été dominé par les patrouilleurs hauturiers, mais aujourd'hui, la demande mondiale s'est réorientée vers les bâtiments de combat. Pourquoi cette réorientation et qu'est-ce qui a contribué à cette réorientation au cours des dernières années? Alors, il y a eu, comme on le sait, une montée des tensions qui est antérieure à l'invasion de l'Ukraine en 2022. Il y a eu une montée des tensions en Asie, bien sûr, avec les conflits de souveraineté autour de la mer de Chine méridionale, et puis aussi des disputes qui sont moins connues entre un certain nombre de voisins, et tout ceci a justifié en particulier, comme ce qui était dit, soit des renouvellements, soit des nouvelles commandes de sous-marins. Et on voit bien qu'un pays, par exemple comme la Malaisie, qui n'avait pas de sous-marins, a acquis 2 sous-marins, mais parmi ses voisins, l'Indonésie avait déjà eu une flotte importante. Il ne lui restait plus que 2 sous-marins. Elle a passé de nouvelles commandes pour renouveler. Et le voisin singapourien a peut-être été aussi un facteur dans ses choix, puisque lui aussi a décidé de s'équiper de sous-marins il y a déjà une quinzaine d'années, et puis de les remplacer maintenant avec des sous-marins allemands. Et on a donc un renouvellement, et on a des nouveaux entrants dans le club des sous-marins. Dans le golfe du Bengale, vous avez le Bangladesh et le Myanmar, qui ont acquis des sous-marins d'occasion en Chine, et pour le Myanmar également en Inde. Et donc on voit bien que c'est une arme qui fait un peu changer de dimension les possibilités d'un État, et on passe effectivement de possibilités de patrouille de souveraineté à des possibilités de dissuasion qui sont plus fortes. Je dirais que ça, c'est un gros facteur. Un autre facteur, ce sont les tensions en Europe. Ce sont des tensions, là encore, qui sont assez anciennes, puisqu'on se rappelle qu'en 2007, le président russe Vladimir Poutine avait averti qu'il ne fallait pas d'expansion de l'OTAN en Ukraine et en Géorgie. Et on s'aperçoit que la Russie, à cette époque, a passé commande de sous-marins conventionnels qui ensuite ont été déployés en mer Noire après 2014. Et puis, on a bien sûr, au niveau des grands pays, le contrat AUKUS qui succède au partenariat entre la France et l'Australie, et qui va faire rentrer l'Australie dans le club des nations qui possèdent des sous-marins nucléaires d'attaque, avec toutes les implications industrielles de ce projet qui pose bien sûr des défis à l'industrie américaine, australienne, parce qu'il faut mettre en place des moyens d'entretenir les sous-marins, et puis aussi britanniques. Et en termes de ce qui touche aux tendances technologiques, un sujet aussi qu'on a un peu évoqué plus tôt, quelles sont les régions les plus actives, et est-ce que
quelles sont les régions les plus actives et ont-elles changé au cours des dernières années? Alors bon, très clairement, comme je le disais, on a cette zone Indo-Pacifique avec la Chine qui fait un effort tout à fait spectaculaire, un effort qui remonte, je dirais, au milieu des années 90, lorsque elle a eu peur que Taïwan puisse tenter de proclamer son indépendance, et elle a lancé un gros programme de modernisation. Elle a aussi augmenté sa coopération avec la Russie, qui lui a permis d'accéder à un certain nombre de technologies qui ont permis sa modernisation. Et puis elle a fait un très gros effort elle-même, en interne, je dirais, de développement. Et on s'aperçoit aujourd'hui que la Chine a un rythme de construction navale qui atteint et dépasse même celui des États-Unis. Mais c'est quelque chose de quand même de très récent dans le domaine militaire, j'entends, hein, dans le domaine militaire. Bien évidemment, cette industrie chinoise est soutenue par le fait qu'elle est devenue la première industrie de construction navale au monde, à côté de cela. Donc elle a un potentiel de construction navale qui est évalué parfois, les États-Unis, peut-être pour réveiller un peu les consciences, ont prétendu que le potentiel de construction navale chinois était devenu maintenant 100 fois, ou peut-être même plus de 100 fois supérieur à celui des États-Unis, qui en fait dont l'industrie navale est complètement dépendante des commandes militaires, alors que l'industrie navale chinoise, elle, peut s'appuyer sur de très nombreuses commandes civiles. Pendant longtemps, évidemment, les Chinois avaient ce problème technologique que j'ai cité, mais qui sont en train de surmonter. D'une part par l'assimilation de technologies étrangères, donc ça c'était très clair avec la relation avec la Russie, mais également avec l'utilisation des technologies duales qui leur ont permis de l'accès, par exemple, dans le domaine de la propulsion à des moteurs de motoristes européens bien connus, dans le cadre de production sous licence, etc., mais qui ont toutes bénéficié à la marine de guerre. Et donc, et dans le domaine des armements, on voit également qu'ils ont profité d'abord de technologies qu'ils avaient acquises très légalement dans la période de coopération avec les Occidentaux des années 80, hein, qui a été interrompue par Tiananmen, mais qui reflétait le dernier volet de la guerre froide. Et puis ensuite par la reprise de ses relations avec la Russie. Et on voit des Chinois qui sont capables maintenant de faire des innovations. En particulier, je peux citer le canon électromagnétique qu'ils développent et qu'ils ont testé en mer. Et puis je peux aussi citer la qualité de leurs missiles. On voit que maintenant, ils ont un missile intercontinental lancé par sous-marin, le JL-3, qui semble capable d'atteindre le sol américain depuis la mer de Chine méridionale. Donc tout ça, ce sont vraiment des gros changements. Et on voit aussi les Chinois qui ont su maîtriser la construction du porte-avions par une étude intensive, bien sûr, de tout ce qu'avaient fait les Soviétiques. Quand je dis soviétiques, j'entends russes et ukrainiens. Et ils ont donc coopéré avec les Ukrainiens là-dessus. Et puis aussi par leur observation, leur assimilation de tout ce que faisaient les Américains et les Occidentaux. Et maintenant, on les voit qui construisent d'une manière soutenue avec leur premier porte-avions à catapulte, avec des catapultes électromagnétiques directement, donc ils ne sont pas passés, ils ont testé des catapultes à vapeur, mais ils passent directement à la catapulte électromagnétique. Bon, on ne sait pas encore si les résultats vont être complètement probants, mais on a vraiment l'impression qu'ils ont réussi à franchir des seuils qu'auparavant on ne pensait pas qu'ils pourraient franchir. Et bien sûr, on a l'Inde qui est très inquiète des développements chinois et qui a elle aussi lancé un grand effort d'indégénisation. L'Inde, à l'origine, était un partenaire très proche, d'une part des Britanniques, d'autre part des Russes, enfin des Soviétiques d'abord, et puis également des Allemands. Comme on le sait, la France a contribué à apporter un nouveau sang à sa flotte sous-marine. Mais on peut voir que les Indiens bénéficient d'une connaissance à la fois de l'expertise allemande, à la fois de l'expertise russe et puis de l'expertise française qui leur permet en fait d'envisager un programme vraiment national
de sous-marins nucléaires, mais pour le moment, ils reposent quand même sur cette coopération avec la Russie qui leur permet d'avoir à la mer aujourd'hui 2 SNLE, un troisième qui fera ses essais bientôt, et puis un programme qui est lancé, mais un programme qui est quand même en retard sur le programme chinois. Et oui. Juste parce que là, il y a eu un gros zoom sur, en effet, la zone Chine, etc. On va quand même rappeler que les innovations aujourd'hui, elles se font encore en Europe, avant tout, et avec un niveau aujourd'hui quand même de contrôle et de développement qui est largement encore supérieur, heureusement, et ça, il ne faut pas l'oublier, parce que là, tel que vous le dépeignez, on l'oublie un peu. Mais voilà, ça reste avant tout l'innovation, elle est en Europe, aux États-Unis aujourd'hui. Non, bien sûr. Maintenant, je vais me tourner vers Stéphane. Donc, pourrais-tu nous présenter en plus de détails la flotte de combat sur laquelle l'étude dont on a parlé ces 10 dernières minutes a été basée et le nouveau flotte de combat numérique, un peu l'historique, l'évolution et aussi les nouveautés? Oui, merci. Est-ce qu'on peut passer peut-être le slide suivant? Voilà, avant de parler de flotte de combat, on avait quelques images qui montrent le contenu de l'étude sur la construction navale mondiale dont on vient de parler au cours des dernières minutes. Là. Donc voici un exemple du type de carte qu'on peut trouver. Donc ça, ce sont les ordres de bataille avec le nombre de navires, ainsi que les tonnages de toutes les marines du monde, enfin des principales en tout cas. On peut passer l'image suivante. Ça, ce sont les nombres d'unités qui ont été vendues au cours des 2 dernières années, donc depuis le dernier salon Euronaval, dans le monde entier, donc par catégorie. On peut passer à l'image suivante. Voilà, ça c'est les livraisons. On voit quels sont les pays producteurs et quels sont les pays acheteurs des navires qui ont été livrés donc, au cours des 2 dernières années. Voilà, ça c'est juste pour balayer un petit peu le contenu de cette étude que vous pouvez vous procurer un petit peu partout sur le salon, notamment dans les racks de présentation de revues qui se trouvent aux entrées, ainsi que sur le stand du GICAN, et puis sans doute dans d'autres endroits. Voilà. Et donc, comme le disait tout de suite Elisabeth, cette étude donc, est basée sur une veille permanente et une compilation de données qui est effectuée par les auteurs de Flotte de combat. Et Flotte de combat, donc on va voir ça sur la slide suivante. On voit ici Flotte de combat à la passerelle d'une FLF, si je me souviens bien. Donc Flotte de combat, c'est un ouvrage très ancien puisque la première édition date de 1897 et ce que vous avez là sur l'image, c'est la dernière édition papier qui date de 2018 et qui est en train de renaître sous forme numérique. Et que nous présentons, on va peut-être d'ailleurs mettre la slide suivante, que nous présentons ici pour l'instant sous forme d'une présentation plaquette à Euronaval. La version digitale pourra être présentée d'ici quelques semaines. Flotte de combat donc, est édité par la filiale maritime du groupe Ouest France qui s'appelle Infomer, qui édite Le Marin, qui a un stand également sur le salon où vous pourrez vous renseigner davantage d'ailleurs sur cette future version numérique de Flotte de combat. La commercialisation est donc lancée. Nous serons présents également aux Assises de l'économie de la mer à Bordeaux dans une quinzaine de jours. Cette nouvelle version numérique est entièrement revue par rapport à celle qui existait auparavant pour s'adapter aux usages modernes et surtout pour pouvoir évoluer avec des contenus plus nombreux et plus précis. On commence par exemple à intégrer le prix des unités, le prix unitaire des bâtiments, ce qui n'existait pas dans les versions antérieures, ce qui permettra à toutes les personnes justement qui font des études de veille économique de pouvoir comparer ces prix de programme. Outre l'ergonomie, la grande nouveauté de cette nouvelle édition de Flotte de combat est son rythme de mise à jour.
En fait, les données mises à jour quotidiennement par les auteurs seront immédiatement accessibles par les utilisateurs après une courte période de validation de quelques jours, mais il n'y aura plus besoin désormais d'attendre 6 mois, 1 an, voire 2 ans, comme c'était le cas par le passé, pour avoir une édition complète mise à jour. Voilà, en gros, nous invitons évidemment les personnes intéressées à se renseigner davantage sur le stand du Marin qui se trouve en D16 pour en savoir plus, et bien sûr, nous sommes à leur disposition. En terminant, je vais ouvrir une question à mes 3 invités. C'est sûr qu'on a mentionné la France, on a mentionné la Chine, on a mentionné l'Inde. Si vous aviez à prédire une must-watch région ou pays dans le domaine de la flotte navale en termes d'équipement qui, selon vous, accélère son développement technologique, ce serait lequel? Autre que la France. À regarder. Excusez-moi, j'ai pas bien compris. C'est quel pays en fait est en train de se développer? D'accélérer son développement. Écoutez, qu'on en a un peu parlé, mais il y a 2 zones aujourd'hui quand même qui sont extrêmement, qui ont un développement fort. C'est l'ASEAN, donc l'Asie du Sud-Est. Et donc, ce n'est pas un pays en particulier, c'est une zone qui a besoin de se développer, qui a besoin de se protéger, qui a besoin de garantir sa souveraineté maritime. Et ensuite, on a aussi le Proche et Moyen-Orient, le Moyen-Orient plus précisément, où il y a des sujets aussi de souveraineté maritime importants qui nécessitent du développement, dans lequel, et qui sont tous les deux des zones où la construction navale n'était pas forcément... tout dépend des catégories des pays, des typologies des pays, mais où les pays n'étaient pas forcément équipés pour produire et qui ont décidé, parce qu'un bateau, ça coûte de l'argent, ça crée de l'emploi, et donc qui ont décidé de développer leur économie à travers le développement de la construction navale. Et donc, en effet, tous ces pays-là sont en train de se pencher. D'ailleurs, ils sont tous présents aujourd'hui. Après, je vous quitterai pour les rejoindre d'ailleurs, pour certains d'entre eux, parce que justement, aujourd'hui, ils ont des volontés de se développer. Et donc, nous, c'est notre travail aussi. Et là, je reviens sur un peu mes fonctions GICAN et sur le soutien à l'internationalisation. C'est notre travail d'accompagner nos adhérents pour qu'il y ait des transferts de technologies qui se produisent vers ces pays et qu'on réussisse à créer des collaborations qui soient fructueuses dans l'avenir. Et vous? Je suis tout à fait d'accord. Pardon. J'ai déjà beaucoup parlé de la Chine. Il faut toujours, bien sûr, regarder les États-Unis qui font des investissements qui sont toujours en chiffres très supérieurs à ceux des autres nations. Et il faut regarder l'Europe, comme le rappelait Philippe il y a peu de temps, dans le domaine de l'innovation. Il faut regarder aussi la Russie. La Russie n'a pas du tout les mêmes ressources économiques, mais on voit qu'elle a des technologies de rupture, comme les missiles hypersoniques, le fameux missile Zircon, et puis son nouveau concept stratégique d'une torpille anti-cité, qui est un moyen en fait de contourner la sortie des États-Unis du traité anti-missile balistique. Et c'est un moyen en fait de renforcer la dissuasion, et en même temps c'est un moyen qui inquiète parce que on a l'impression qu'il déstabilise ce moyen. Donc on a tous ces points, tous ces endroits à regarder. Puis on a des nations proches de nous qui sont également très actives, comme par exemple la Turquie, que l'on voit très présente sur ce salon ici. Donc il y a en fait plusieurs points sur ce globe qu'il faut regarder. Et en terminant, Stéphane? Moi, je note une chose qui me paraît intéressante, c'est qu'un certain nombre de pays, notamment dans nos régions, tentent en quelque sorte de sauter une étape en allant directement vers la dronisation de leur marine. Et la Turquie, dont on vient de parler, en est peut-être l'exemple le plus frappant, avec des développements de drones dans tous les domaines.
On a vu le Portugal lancer un programme de navires porte-drones. On a les Anglais qui sont aussi très actifs en ce moment sur ce genre de programme. Évidemment, tous les industriels européens et français en particulier y travaillent. Mais c'est intéressant de voir que certains pays misent beaucoup sur ces technologies et peut-être auront des doctrines d'emploi avant nous. Donc il faudra les regarder de près. Ben, merci beaucoup. Et c'est ce qui va conclure notre entrevue. Je remercie mes 3 interlocuteurs et bon salon.